L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors on évoquait il y a quelques instants l'attrait touristique vers la capitale, vers Paris, suscité notamment par ces grandes salles de spectacle, notamment comme l'Opéra de Paris dans l'actualité aujourd'hui avec la démission de Benjamin Millepied. Alors si Paris reste toujours dans le top 5 des grandes métropoles mondiales en termes d'investissement économique, bien le perd 2 places dans le baromètre annuel de KPMG, se retrouve 5e derrière Londres, Shanghai, New York, Hong Kong, mais devant Tokyo, Pékin ou San Francisco. Chiara Corazza, bonsoir. Bonsoir. Chiara Corazza, vous êtes la directrice générale de Paris-Île-de-France Capitale Économique. C'est vous qui avez donc commandé, réalisé donc cette étude en partenariat avec KPMG. Alors Paris et sa région ont accueilli 126 investissements internationaux entre octobre 2014 et septembre 2015. C'est la première destination des investissements étrangers en zone euro et en Europe continentale. On va y revenir dans le détail, mais un mot déjà, 2015, année de sanglants attentats à Paris. Quel a été l'impact? Alors, l'impact, c'est très difficile à mesurer. Certainement, il y a un impact. Vous savez que les investisseurs, c'est à la fois la réalité, c'est à la fois les fondamentaux, c'est à la fois des critères objectifs, mais c'est aussi la perception. Donc, il est évident que quand vous voyez, parce que nous sommes là dans une période avant les attentats du 13 novembre, donc c'est les impacts du Charlie Hebdo. On voit tout de suite que ça a certainement découragé certains. Alors, est-ce que ça a un impact à long terme ou pas? Le tourisme, c'est très facile. On a des chiffres précis. C'est 25%, c'est clair. 25% de moins. On voit bien en quoi ça représente. C'est très difficile à extrapoler réellement pour les investissements. Moi, personnellement, je pense que ça a eu un impact sur les investisseurs américains, peut-être moins sur les autres. Mais honnêtement, c'est des lignes matérielles. On n'a pas de statistiques précises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les investissements en France ont baissé de 25%. De 25%, oui, en matière touristique. Aussi pour les investissements économiques. Alors justement, oui, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui est attiré par Paris? Qu'est-ce qui a envie de venir investir à Paris? Alors vous savez, moi je fais un métier très facile parce que je suis donc le directeur général de cette agence qui s'occupe d'attractivité, qui va chercher des investisseurs à travers le monde. Et quand vous vendez Paris, vous vendez le rêve. Vous savez comment appellent les Chinois à Paris? La ville des bonheurs. Donc vous avez à la fois une ville qui fait rêver, donc touriste, vous avez à la fois une ville qui est quand même un moteur économique au centre d'une Europe extrêmement attrayante, 500 millions de consommateurs autour. Je ne sais pas si vous savez que nous avons le premier et de loin PIB en Europe, 631 milliards de PIB, un tiers de la France, mais un PIB qui est supérieur à la Suisse, qui est supérieur au Danemark, qui est supérieur à la Belgique, qui est supérieur à la Suède. Normal, ce sont des plus petits pays, bien sûr, en même temps. C'est des pays, mais donc une région, ça montre qu'une région de seulement 12 000 km² a un impact très important. On a 600 000 entreprises très diversifiées, donc une économie très diversifiée, ce qui n'est pas le cas de Londres, ce qui n'est pas le cas de Berlin, ce qui n'est pas le cas de Barcelone. Donc si vous voyez, on a des atouts énormes. On a des atouts, on va y revenir. Et on est encore de l'Europe. Pourquoi ils viennent? Vous savez, c'est simple. Alors, les gens vont là, on attire beaucoup de fonds européens, on le voit dans cette étude. Voilà. Assez peu d'Américains et encore moins d'Asiatiques. Les Asiatiques qui comptent pour 9% à Paris contre 16% à Londres, 12% à New York. Pourquoi est-ce qu'on peine à attirer des capitaux asiatiques? Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que notre zone d'investissement principal reste l'Europe. Les Américains sont entre 30 et 40%. Cette année, un tout petit peu baissé, justement, je pense, même si je n'ai pas des certitudes, je pense que c'est l'effet attentat. Mais on a quand même 32% des investissements qui sont américains, qu'américains, pas nord-américains, donc bien sûr, l'ensemble du continent. Et bien sûr, on conquiert très bien le monde entier. Alors, effectivement, il y a un bémol sur les investissements chinois, pas singapouriens, pas japonais, pas indiens. Les Indiens arrivent en force, là. C'est au contraire une source de fierté. Les Indiens reconnaissent de plus en plus Paris comme un centre investisseur. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a du travail à faire vis-à-vis notamment des Chinois. Oui, alors, les Chinois, comment est-ce qu'on peut réussir à... Non pas rassurer, mais redonner confiance aux Chinois. Pourquoi les Chinois ne viennent pas nous voir? Aujourd'hui, nous parlons d'investissement Greenfield. Alors, c'est un terme et un peu un jargon pour connu. C'est les investissements qui créent des emplois. Alors, il faut juste savoir une chose. 20% des emplois en Île-de-France relèvent directement des investissements internationaux. Directement. Donc, c'est extrêmement important parce que ça fait tourner la machine économique, ça crée la croissance. C'est de la forte valeur ajoutée. Donc, c'est des investissements qui sont vraiment important, c'est là les centres des décisions en fait. Alors,
Les Chinois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Chinois? Pour les Chinois, c'est très simple. On a un attracteur formidable et ça marche. On a le projet du Grand Paris. Les projets du Grand Paris fascinent les pays émergents. Pourquoi? Parce que c'est quelque part le modèle de la qualité de vie, justement, on en parlait, c'est le modèle de la ville idéale. C'est-à-dire que le modèle des grandes villes américaines, très étendues, pollution, déplacement, on a vu que c'est un modèle qui a fait son temps, quelque part. Et les villes chinoises qui s'en sont inspirées ne se sont pas retrouvées. Nous, on fait quoi? On reconstruit une ville dans la ville avec le Grand Paris. Le Grand Paris, qu'est-ce qu'il fait? Il double la surface des transports existants et surtout il met en valeur tous ces grands pôles autour de Paris qui sont eux-mêmes des petits Paris, c'est-à-dire Paris-Saclay, Paris-La Défense, Paris-Marne-la-Vallée, Paris-Roissy. Tous sont des hubs formidables avec un potentiel énorme et une différenciation par rapport aux autres. Et qu'est-ce qui fait l'attraction? Être différent. Tout le monde maintenant essaye d'être la première place financière, la première place pour les technologies, la première place numérique, etc. Il faut être différent. Donc nous, et nous, on peut être premier en quoi? Nous, on peut être en tout. On a cet avantage. C'est un avantage et c'est un handicap. En Ile-de-France, on peut tout faire, sauf le ski, et encore, on va peut-être y arriver un jour. On fait tout. Vous avez l'agriculture, vous faites des avions, on fait des avions, on fait des automobiles, on fait du textile, on est formidable dans les services. On a à la fois l'agriculture, le tertiaire, le primaire. Donc, c'est que les autres villes n'ont pas. En Europe, on est les uniques. Bien sûr, j'ai envie de vous suivre, bien sûr. Est-ce qu'on n'enjolive pas un petit peu la situation? Attendez, vous êtes limite chauvine, bien. Je vous comprends, Chiara Corazza. Non, là, je sais, quand je dis chauvine, vous êtes directrice générale de Paris-Île-de-France Capitale économique. C'est pour ça. Alors, pourquoi on attire les Chinois? Parce que les Chinois trouvent dans ces projets portés par l'État, donc ils aiment bien les choses où l'État est derrière. Ils voient qu'on est très bon en infrastructure, on est très bon en gestion urbaine. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comment investir, pas dans le cœur de Paris, pas à la Défense, mais investir dans des zones un petit peu partout, où ils peuvent faire des énormes bénéfices. Donc, première concrétisation parmi les autres, 1 milliard de fonds chinois du premier fonds mondial, le CIC, ils viennent de mettre 1 milliard en partenariat avec la Caisse des dépôts, qui va investir aussi là-dessus, sur de grands projets structurants pour l'Île-de-France. Nous en avons plein. Quand nous allons dans nos roadshows à l'étranger, nous voyons combien les Chinois, mais aussi les pays du Golfe, mais aussi les pays émergents, les Brésiliens, les Turcs, ils s'intéressent à ces projets. Pourquoi? Parce que ça les fait rêver. Ils veulent tous participer à la réussite de ces projets. Et avec ce système-là, via l'immobilier, ils vont mieux connaître l'Île-de-France et on va peut-être investir aussi dans des projets industriels ou technologiques et autres. Alors donc voilà, on verra l'an prochain, on va peut-être remonter quelques places. Pourquoi on avait gagné autant de places l'an dernier? On avait gagné 2 places. Une fois de plus, moi je pense que ce qui est important dans ces études, c'est du benchmark international, extrêmement objectif. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ne sont pas seuls le monde. Le monde bouge. Bah, oui. Moi j'ai connu, quand on a commencé ces études, c'était 2002. Qui étaient nos concurrents? Les autres villes européennes, c'était Barcelone, Amsterdam, Berlin, Londres. Et puis après on a vu arriver Varsovie, Budapest, et puis on a vu arriver Séoul, Tokyo, et puis on a vu arriver les Chinoises, Hong Kong d'abord, les valeurs refuges, et puis Pékin, puis Shanghai, et puis maintenant vont arriver les Indiennes. Et pourquoi? Parce que le monde bouge. Moi je suis un peu énervée de voir que Sydney nous talonne. Mais pourquoi Sydney nous talonne? Mais parce qu'il y avait une partie du monde où il ne s'est passé rien. Donc il y a une politique très ambitieuse australienne qui a commencé à attirer les talents, les universités ont commencé à attirer les talents, parce que vous savez, la guerre des métropoles, c'est la même, c'est les talents, les capitaux et les investissements. C'est les 3 gros, qu'on peut dire, c'est là où tout le monde se bat. Et c'est les métropoles qui se battent entre elles. De qui on doit se méfier maintenant? Sydney alors? Non, on ne doit pas se méfier parce que ce n'est pas le même type d'investisseur. Je pense qu'il faut se méfier de tout le monde. Istanbul n'était pas dans le 25 il y a 5 ans. Maintenant, Sao Paulo, il n'y était pas. Le monde bouge. Donc, si vous voulez, nous, on est 5e. C'est vrai, mais c'est relatif. Vous savez, quand il n'y avait que 3 villes-mondes, c'était facile d'être 3e. Maintenant, il y a les autres qui grandissent avec des croissances de 7 ou 8% par an. Donc la vieille Europe, elle a du mal à suivre ce monde qui bouge et qui dynamise. Justement, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Bon, vous étiez très dithyrambique, Chiara Corazza, tout à l'heure, sur les atouts de Paris. Parce que c'est les fondamentaux. Je vous crois, bien entendu. Bon, ces investisseurs étrangers, ils viennent investir dans quoi? Alors, par secteur d'activité? Sinon, on ne serait pas 5e. Hein. Oui. Sinon, on ne serait pas 5e. Et alors, je voulais finir. On était quand même, il y a 4 ans, on était 10e. Et il y a 3 ans, on était 7e. L'année dernière, on a fait ce bond spectaculaire avec 42% d'augmentation. On était 3e et là, on repasse 5e. Et là, on repasse 5e, mais 5e bien. Je veux dire, c'est pas un 5e... On ne peut pas avoir honte de cette place. Devant nous, on est toujours dans le top 5, c'est ce qu'on va dire.
Près du quart des investissements concernent le logiciel. En revanche, la région parisienne, pas très bonne, puisqu'on passe du 5e au 8e rang en termes de services financiers. Qu'est-ce qui nous manque en termes d'attractivité financière? Ça, c'est le vrai enjeu, et là, vous avez raison. Mais il y a très simplement, c'est la même chose. Toutes les villes mondes, toutes les villes globales veulent être la place financière. Il n'y a pas une ville qui réussit si elle n'est pas une place financière. Pourquoi? Parce qu'il faut financer les start-up, il faut des venture capital, il faut financer l'économie, il faut des bonnes banques, il faut donc les centres de décision qui mettent l'argent là où il faut. Les PME sont pas assez en bourse à Paris? Donc, on les accueille pas assez bien. J'ai dit qu'une fois de plus, c'est la concurrence. Et effectivement, Francfort est passé devant nous. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une économie allemande qui porte ce mouvement. Et bien sûr, il y a Londres. Mais Londres, vous savez, moi, Londres, je constate de plus en plus, et je crois que c'est quelque chose que les investisseurs ont très bien en tête. Londres n'est pas la capitale du UK. Londres est une ville offshore. C'est une ville où vous trouvez, les Indiens sont chez eux, ils ont leurs avocats, ils ont une banque, ils ont leur écosystème, les Arabes au sens large sont entre eux, ils ont leur système, les Russes sont chez eux, les Turcs. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est une ville monde, on est une ville très ouverte, on est une ville très cosmopolite, mais on n'a pas créé des écosystèmes de villes offshore. Londres est une ville offshore. C'est ça qui fait que Londres domine le monde entier en termes d'attractivité? Je pense que Londres a très bien joué sa carte, et vous avez des hommes politiques qui ont très bien compris les enjeux, vous avez des maires de Londres qui ont sillonné la planète, qui ont mis le tapis rouge au sens propre du terme devant les investisseurs. Et vous avez aussi, une fois de plus, ce système offshore qui ne correspond pas ni au système, ni à l'environnement juridique français, ni au régime fiscal. Donc voilà. Alors, il y a une chose de la concurrence déloyale un peu ou pas? Non, de la pas part du de tout. Londres? C'est un autre système. Non, mais que ça soit très clair dans votre tête. Pardon, je vous ai coupé, vous vouliez rajouter. Concurrence déloyale. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu que vous avez à la 11e place Dublin. Oui. Alors, où est-ce que sont toutes les grands GAFA? À Dublin, Google, en Irlande. Voilà. Pourquoi elles sont là? L'impôt sur les sociétés au plus bas? Combien d'impôt sur les sociétés en Irlande? Quelques pourcentages? 12,5. Elle est stable. 2 fois moins que... Enfin, 3 fois moins même. Et le problème n'est pas que le taux, c'est la stabilité. C'est-à-dire que ce que nous disent souvent les investisseurs que nous rencontrons régulièrement, c'est que pour eux, à la limite, avoir un taux de fiscalité important, il faut qu'ils le sachent. C'est le fait que si c'est rétroactif, si on le remet en cause, regardez les crédits impôt recherche. Moi, je l'appelle la Magic Tax. Et c'est un impôt magique. C'est un impôt magique, et d'ailleurs, je dois dire que ça fait partie des travaux qu'a fait Paris-Île-de-France Capital Économique à l'époque, expliquer au gouvernement que pour attirer les centres de recherche, il fallait ça. Il y a 27 centres de recherche au monde. Et il est pas remis en cause chaque année, c'est ça qui est bien. Alors il faut pas. Oui, mais il y a un moment où il est remis en cause. Il ne faut pas le remettre en cause. Alors justement. Mais même pas le dire. Même si on ne le fait pas, il ne faut pas le déclarer. Parce que sinon, les gens qui viennent. Vous savez qu'on est 3e au monde en centre de recherche. Moi, je suis très fière qu'on est 3e au monde pour attirer les centres de recherche. Et vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire innovation, ça veut dire une avance technologique sur les autres. C'est fini le French bashing qu'on connaissait il y a encore 1 ou 2 ans ou pas? Moi, je ne sais pas si c'est fini. Ce qui me fait de la peine, c'est que c'est très souvent les Français qui font du French bashing. Oui, d'accord. Voilà, mais est-ce qu'à l'étranger, chez les investisseurs internationaux, vous avez l'impression que l'image de la France a changé? Alors, je vais vous citer un nom. Est-ce qu'Emmanuel Macron, justement, fait du bien? Il a une très bonne image. Ouais. Très bonne image. Mais alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup servi en termes d'image. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. C'est les valeurs de la France. On est à nouveau devenu un modèle, comme on a réagi face aux attentats. Que ce soit en janvier ou que ce soit en novembre. Je crois qu'il y a eu du monde entier, moi j'ai reçu un nombre de mails du monde entier me disant « Vous êtes formidable en France ». Il n'y a que la France qui a cette grandeur, qui sait réagir comme ça, face. Et c'est là, on n'est pas le 5e pays. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça ne fait rien. Il y a eu une façon, comme les Français se sont comportés, comme il y a cette unité nationale. Moi, je ne parle pas à titre personnel, je vois comment la réaction qu'il y a eu dans le monde entier. Et après ces attentats, la France est à nouveau dans les pays qui sont un peu les pays phares, les pays modèles, un modèle de non seulement de qualité de vie et des valeurs, mais aussi de cette capacité d'être unis, d'être un grand pays. Mais ça, un grand pays, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Oui, alors les atouts, les défauts de la France quand même, l'image de la France aux yeux des investisseurs internationaux. Alors si je vous parle, alors on va mettre dans la colonne des moins, c'est toujours plus facile. La financière, c'est dans les moins. Alors dans les moins, les troubles sociaux, la chemise d'Air France, les grèves aujourd'hui, la CGT qui fait grève dans le RER à Paris, je vous en cite d'autres, le droit social, les contrôles tatillons, l'environnement fiscal un petit peu trop fluctuant, le taux élevé de l'impôt sur les sociétés. Alors, vous avez vu quels sont les types de sociétés qui s'implantent dans ces grandes métropoles? Dites-nous. Ce n'est pas une usine à 5000 employés. Ce n'est pas dans les grandes métropoles. Nous, on est en concurrence avec Shanghai, on est en concurrence avec Tokyo, on est en concurrence avec Londres. Sur quoi? Sur les centres de décision, y compris les centres de recherche. Les centres de décision
ils n'en ont rien à faire des grèves. Si vous leur bloquez l'avion, ça oui, bien sûr, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, bon, c'est vrai que... Ils puissent circuler quand même dans la ville. Bien sûr, mais vous savez, si vous regardez de façon objective le nombre de jours de grève en France par rapport au nombre de jours de grève en Allemagne, beaucoup moins. C'est toujours une question de perception. Il y en a moins en France, je ne sais pas combien en Allemagne. Et vous savez, moi j'ai beaucoup aimé en arrivant, vous avez un slogan que vous utilisez à BFM, vous parlez de French bashing, vous dites, on croit en la France qui réussit. Eh bien, si tous les médias disaient ça, vous savez qu'est-ce que est notre problème? C'est qu'on a des médias extrêmement puissants qui sont anglo-saxons et qui font l'appui les boutons à travers le monde. Vous avez les CNN, les BBC, CNBC, Financial Times. Quand il y a des bonnes nouvelles sur la France, elles sont en dernière page, je caricature exprès. Quand on a fait quelque chose de formidable, en dernière page. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, tout de suite. Qui ont été les premiers à dire n'allez plus en France, c'est trop dangereux, attention à les attentats? Les anglo-saxons. Donc voilà. Donc, puisque les investissements... est diffusé dans le monde entier via Internet. Hein. Voilà. C'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les investisseurs sont aussi des hommes et tiennent compte aussi de combien ils sont accueillis en France. Vous parliez de nos atouts et de nos handicaps. L'accueil est souvent, et c'est paradoxal, on est le premier... Il est Paris de France 44 millions de touristes étrangers par an. 44 millions. Bon. Et pourtant, à part les gens qui sont ravis de se faire photographier à Tour Eiffel, combien de gens nous disent il faut faire des progrès, on est mal accueillis, on a des gens qui ne nous sourient pas, on a ici, on a là. Et Dieu sait s'il y a plein de gens, dont nous, mais plein de gens dont c'est vraiment la compétence, qui font des efforts formidables. Regardez Aéroport de Paris. Aéroport de Paris a fait des efforts exceptionnels. J'allais y venir, Aéroport de Paris, sur l'accueil, sur les files d'attente. Et d'ailleurs, c'est l'un des combats d'Augustin de Romanel, patron d'ADP, de faire enfin ce Paris, ce CDG Express. C'est la seule ville au monde où on n'arrive pas, on est obligé de prendre un RER pourri, la ligne B du RER, ou des taxis qui nous font faire 27 fois le tour du périphérique avant de nous emmener où il faut, justement, parce qu'ils voient que ils ont peut-être affaire à des étrangers. Et les grands pays aussi. Oui, mais bon. C'est ça la vitrine. Voilà, c'est ça la vitrine de l'excellence. Il faut que. Alors peut-être en vue de l'Expo universelle, peut-être en vue des Jeux Olympiques, je ne sais pas. Ça va peut-être s'accélérer à ce. Écoutez, moi j'y crois beaucoup. Je suis convaincue que justement la détermination d'Augustin de Romanet et d'autres va faire en sorte que Charles de Gaulle Express se fera et vite. On a heureusement le calendrier du Grand Paris. Nous, notre métier, c'est aussi de dire au pouvoir public, il faut aller vite. Le temps est un facteur extrêmement important pour l'attractivité. Le Grand Paris, si vous leur dites que ça sera fait en 2030, personne ne viendra mettre à l'argent. Il faut leur dire qu'on le fait vite, qu'on tient les calendriers, que Pékin a fait des 6 périphériques en 5 ans. Il ne faut pas... En Chine. Oui, mais le monde qui bouge, c'est ça. L'investisseur ne regarde pas. Il veut un pilote dans l'avion, il veut des gens capables de décider. C'est très important que le... C'est la notion du temps. Tout à l'heure, il y avait Guillaume Poitrinal qui était dans le studio d'Edwige Chevrillon, qui a sorti un livre justement sur le fait qu'en France, tout est lent, tout est long pour ouvrir un magasin dans un centre commercial, pour construire un lycée, pour transformer un hôpital en autre chose. Voilà, il le dit très bien dans son livre qui était sorti il y a 3-4 ans. Il le dit très bien, il ne le dit pas que dans un livre. Il le dit au pouvoir public et je crois qu'il fait beaucoup avancer les choses. Simplifier, accélérer. Quand il s'occupait du comité de simplification. Vous me disiez qu'est-ce qu'ils veulent les étrangers. Ils ont l'impression que la France est un pays où tout est compliqué. Ils veulent simplifier. C'est pas, franchement, moi je ne crois pas que les problèmes de la fiscalité, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Le coût du travail, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Pour les types d'investissements que nous avons, c'est beaucoup plus important de montrer qu'on est business friendly, qu'on a un environnement qui fait qu'on fait bien du business chez nous. Nous, quand on va à l'étranger, on y va avec des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise français, des grands champions français qui viennent dire on peut faire du business en France, on peut faire du business en France. Et on amène des étrangers. On amène des étrangers qui disent moi je fais une croissance à 2 chiffres en période de France, alors qu'à Londres je rame. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut donner cette image dynamique, qui est réelle, On l'a, cette image dynamique? Alors, je pense que le Grand Paris est vraiment... c'est un attracteur formidable parce qu'il montre cette dynamique. Une candidature, ce qui est drôle, c'est que vous avez l'impression de dire qu'il est beaucoup plus connu à l'étranger, ce Grand Paris, que des Parisiens eux-mêmes. On ne sait pas très bien, on voit des travaux partout, mais finalement, on ne sait pas très bien où ça va évoluer. Depuis 2009, c'est notre attracteur à l'étranger. On dit toujours qu'il y a une dynamique en cours. Vous savez pourquoi? Regardez Dubaï. Dubaï, c'était sur du sable. Moi, je commençais à aller à Dubaï en 95-96. J'aurais jamais imaginé. Vous savez combien de grues il y avait entre 2004 et 2005? Il y avait 800 grues, jour et nuit, en opération.
Et ça donnait une image et dynamisme. Et alors que nous, on avait l'air d'être une belle au bois dormant. Vous avez 800 gros d'un côté et chez nous, voilà. Donc, c'est ça la dynamique. On va être Dubaï-sur-Seine, nous? Non, surtout pas. Non. Surtout pas. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ouais. Quand vous avez le patrimoine culturel de la France, vous n'allez pas construire un Dubaï-sur-Seine. Vous n'avez pas besoin de ça. On a déjà la Tour Eiffel qui a 9 millions de visiteurs par an. Pourquoi vous voulez faire une tour qui sert en compétition? Non, par contre... Il faut, pardon, à propos de hauteur, de mouvement, voilà, des tours, par exemple. On manque d'audace à Paris ou pas? Ah non, moi, par exemple, je suis très pour la tour triangle. Je trouve que c'est des gestes architecturaux qui sont des attracteurs. Voilà. C'est qu'on est en train de faire la Défense. Il y a des magnifiques... Oui, mais regardez la tour triangle, là, juste à côté, porte de Versailles. Pour l'instant, c'est stoppé, il y a des bisbilles politiques. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que c'est des bisbilles politiques ou est-ce que justement c'est la mentalité des Français qui sont un peu trop... Est-ce qu'on manque d'audace en France? Je ne crois pas. Non. Nous avons les meilleurs architectes. Vous avez des architectes qui font des choses formidables. Vous avez par exemple un Villemotte, ils vous réinventent la ville dans la ville. On n'a pas beaucoup de gens qui ont l'audace des Français. Regardez les jeunes start-up. Ils vous inventent des produits absolument incroyables. Ils ont de l'audace. Par contre, on a ce système, et c'est ça, quand Guillaume Poitrinal dit qu'il faut aller vite. Mais il faudrait qu'on puisse, je ne dis pas éviter les recours, bien sûr que non. Moi, je suis juriste, donc au contraire, pas du tout. Mais il faudrait faire en sorte qu'on puisse ne pas faire des recours pour des recours, qu'il fasse des recours qui sont justifiés. La tour triangle. La tour triangle est un attracteur formidable. J'entendais tout à l'heure, vous parliez des touristes. La première porte des entrées d'investisseurs, c'est les touristes et les touristes d'affaires. Tourisme d'affaires, c'est 5 milliards de retombées directes pour la région de France. On a assez pour les accueillir, on a assez de structures. Je sais que Viparis se bat, mais est-ce que... Viparis se bat, et se bat d'une façon formidable. On est encore premier au monde en foire salon et congrès, mais vous avez vu les autres. Ils construisent des centres de... Il y a Milan, il y a Barcelone. Il y a Barcelone, mais il y a Francfort, bien sûr. Il y a l'Asie. Maintenant, vous allez... Et puis vous aurez Dubaï demain, et puis... Maintenant, on construit des centres de congrès magnifiques. Regardez, par exemple, moi je suis très fière de ces cafés Accor sur Bercy. Vous avez maintenant... L'Accor Hotel Arena. L'Accor Hotel Arena, vous avez une salle qui en jette, si j'ose dire. Fonctionne 365 jours par an, quasiment, bien sûr, avec des restaurants, hôtels. On a besoin de ça, si vous voulez. Nous, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'audace en France. Il faut juste avoir des gestes architecturaux, la tour triangle, ce qui va se faire avec les Grands Paris. On va être la vitrine du meilleur métro au monde. Bon, voilà, en tout cas, on est 5e des investissements. Voilà, pour ceux qui nous regardent à la télé, la tour triangle avec le studio de BFM qui doit pas être très loin par ici. Voilà. Bon, et les gares vont être magnifiques. Tout le monde va nous copier ça. Chiara Corazza, la plus chauvine. Vous êtes quoi? Vous êtes italienne, vous? Moi, je suis italienne et britannique. Voilà. Quand je tape sous l'onde, vous voyez, j'ai un passeport britannique. Bon, en tout cas, c'est la directrice générale de Paris Île-de-France Capitale Économique qui a mené l'enquête avec KPMG, d'où il ressort que Paris est 5e métropole mondiale en termes d'investissement économique. Derrière Londres, Shanghai, New York, Hong Kong, mais devant Tokyo, Pékin, San Francisco. Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme. C'est fini pour ce soir. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Vous pourrez tout revoir à partir de 23h sur BFM Business, à la télé, à la radio, bien entendu, et à tout moment sur le site internet. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouvera samedi matin à la radio pour Good Morning Weekend sur BFM Business entre 8h et 9h. L'actu internationale de la semaine. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.